Le blindé apparaît à partir du moment où l'homme et le cheval deviennent incapables de porter une cuirasse suffisamment solide pour les séparer du feu adverse. Ensuite, la création blindée va vraiment se diversifier avec la Première Guerre mondiale, et je vous propose de commencer par ça. Puisque c'est la première fois qu'on construit et qu'on utilise un char d'assaut, ce qui fait que les soucis se remontent par dizaines. On n'a pas un moteur de voiture de course là-dessus. Le moteur de tracteur ne vous propulse au maximum en tout terrain qu'à 4 ou 5 km à l'heure, c'est-à-dire la vitesse de l'homme à la marche à pied. Et encore vitesse touristique. Vous marchez trop vite, vous doublez sans peine un char d'assaut de la Première Guerre mondiale. Ce qui est un problème, parce que ça c'est votre bouclier. Si vous vous retrouvez tout seul devant, ça va barder pour vous. Dans les équipages des premiers chars, vous aviez un homme spécifiquement chargé d'être le mécanicien de bord, c'est-à-dire de réparer le moteur au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il ne flanche pas en plein milieu du champ de bataille, ce qui arrive extrêmement fréquemment. Et pour réparer le moteur, c'est tout simple, il est librement accessible ou presque, puisqu'il est en plein milieu de l'habitacle, sans protection phonique, sans protection thermique, ce qui fait que la température là-dedans peut largement dépasser les 40 degrés. Et bien sûr, vous n'êtes pas en short là-dedans. Au contraire, vous avez une épaisse tunique de cuir, du cuir comme les pompiers de l'époque, puisque le grand danger dans un char d'assaut, c'est l'incendie. Et ce danger est d'autant plus important qu'on est sous le tout premier char d'assaut qu'on ait construit en France. Et on s'est trompé un petit peu au début sur le positionnement du réservoir d'essence principal. Le réservoir d'essence principal, il est juste ici, derrière la tour. Ça, c'est le bouchon pour faire le plein. C'est-à-dire qu'en cas d'impact, votre réservoir, la plupart du temps, éclate et vous avez de l'essence partout à l'intérieur de l'habitacle. Autant vous dire que l'incendie est très facile à partir de là. D'où, comme les pompiers, votre tunique de cuir. Ajoutez à ça que même si une balle n'a pas assez de force pour transpercer la plaque de blindage, très fréquemment, le simple fait qu'elle s'arrête sur la plaque de blindage va transmettre l'énergie au travers de la plaque et côté interne va arracher les éclisses incandescentes de métal qui, si vous portiez un vêtement normal, il ferait prendre le feu. Si je suis juste là, je suis à la fois intouchable, puisque je suis dans l'angle mort de la mitrailleuse, même si elle peut tourner, elle arrive à peu près jusqu'ici, dans l'angle mort du canon, et dans l'angle mort des formes de vision. Parce que vous ne pouvez voir le monde extérieur que par les toutes petites formes de vision qui sont là. Et encore, quand on vous tire dessus à la mitrailleuse, vu que vous n'avez aucun élément pour vous protéger, les balles de fusil, les balles de mitrailleuse peuvent passer au travers des formes de vision. Et c'est pour ça que quand on vous tire dessus la mitrailleuse, vous avez à l'intérieur un volet blindé qui va couvrir les formes d'observation. Ça veut dire que quand on vous tire dessus, en plus d'être dans un enfer à l'intérieur, vous ne voyez plus rien du tout. Et vous naviguez au jugé à partir des petites lunettes de visée des armements. Donc en général, vous essayez d'aller grosso modo tout. Je vous présente dans un dossier. C'est le surprise, on entend un petit peu moins le moteur. Le véhicule, pour la première fois qu'il tourne, on est en capacité de tirer à 360 degrés. Environ à 360 degrés. Enfin, cerise sur le gâteau, là-dedans, vous n'avez plus que 2 hommes d'équipage contre 6 à 8 hommes pour les tout premiers chars d'assaut de l'histoire. On fait des économies à tous les niveaux, ce qui était fondamental dans un environnement où les pertes étaient déjà énormes. Et comme il est petit et facile à produire, on va en construire 3150 exemplaires avant la fin de la Première Guerre mondiale. 3000, c'est extrêmement lentement, qui tombent en panne, qui flambent facilement. Ils partent du principe que c'est du gâchis, de la perte de temps, de la perte de matières premières dont ils ont extrêmement besoin dans un pays encerclé. Ce qui fait que trop tard, lorsque les modes d'emploi du char d'assaut deviennent meilleurs et lorsque les véhicules eux-mêmes s'améliorent, trop tard les Allemands se rendent compte qu'ils ont raté quelque chose. Et trop tard, ils se mettent à faire des chars. Et puis tant qu'à faire, ils se disent que puisqu'ils arrivent tardivement, il faut compenser. Compenser en faisant le plus gros possible. Alors ça n'a pas raté. Je vous présente le char allemand de la Première Guerre mondiale, l'A7V. Les 15 bons hommes qui sont assis dessus, ce n'est même pas tout l'équipage. Un fer plus gros, plus de poids. Et votre engin est très haut. Le centre de gravité est à peu près au niveau de la Croix Noire. Or, le champ de bataille de la Première Guerre mondiale, c'est quasiment la Lune. Vous avez des trous de but dans tous les sens. Si vous engagez cet engin-là dans un terrain qui a déjà été labouré par l'artillerie,
et parfois les Allemands l'ont fait, eh bien votre engin a tendance à pencher, 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 et de temps en temps, patata, votre engin se retourne comme une tortue. Ce qui fait que déjà que les Allemands n'avaient pas fait énormément, de temps en temps, ils se mettaient hors de combat tout seuls. En fait, le char d'assaut n'est pas l'arme de la victoire française ou alliée. C'est une arme qui a permis de sauver des vies et qui éventuellement est une arme qui a permis de raccourcir la terrible Première Guerre mondiale. Ce véhicule-là, c'est en gros un Renault FT qui a été largement amélioré et revu. Mais la structure est toujours la même. 2 hommes, un pilote et un chef, et on garde cette idée d'accompagner le fantassin et de lutter contre les autres fantassins et les zones fortifiées qui les protègent. Ce véhicule-là a cependant un tout petit souci, c'est qu'on est en France, et en France on aime bien faire des économies, surtout dans l'après-guerre. Ce qui fait que par rapport au FT, tout est supérieur, sauf une chose, l'armement, le canon. Et oui, on s'est dit à l'époque que cet engin-là ferait le même travail que le FT. Donc pourquoi payer plus cher pour faire un nouveau canon? On avait fait des milliers de canons comme celui-ci pendant la Première Guerre mondiale. Donc tout ce qu'on a souhaité faire, c'est prendre ces canons-là pour en équiper ces engins-là. Ce qui fait que ce canon-là était quasiment incapable de faire le moindre dégât au moindre char d'assaut adverse. De mon côté, c'est que les genoux et les jambes du chef arrivent, et c'est super bien conçu, pile dans le dos du pilote. À partir de là, ça devient très simple. Un coup de pied à droite, ça veut dire va à droite. Un coup de pied à gauche, ça veut dire va à gauche. Un coup de pied dans le casque, ça veut dire arrête-toi. Clair, simple, précis. Alors, bien entendu, on vous dit qu'il faut être gentil. C'est des petites pressions qu'on fait, à la main parfois. Mais en plein milieu du combat, je peux vous dire que la petite pression gentille, ça devient un grand coup de poing pour être sûr que vous allez bouger dans le bon sens. Pour pouvoir se battre, il faut trouver encore où se trouve l'adversaire, où il va, ce qu'il veut, ce qu'il a. Et ça, c'est le travail des automitrailleuses, des engins de reconnaissance, comme celui-ci, l'AMD 178, AMD pour auto-mitrailleuse de découverte. Et pour faire ce travail, pas besoin d'un gros blindage, parce que vous devez être mobilisé le plus rapidement possible. Et là, on s'est dit, il n'y a pas besoin de faire demi-tour, on va faire un engin qui est capable de rouler dans les 2 sens. Et l'armement a commencé en secret, malgré les troupes d'inspecteurs qui allaient en Allemagne pour voir s'il n'y avait pas des armements planqués. Sauf que cet engin-là ne représente pas du tout la majeure partie des troupes en blindé du Troisième Reich. Il faut imaginer que presque la moitié des chars d'assaut allemands étaient uniquement composés de tout petits chars d'assaut. Ce véhicule-là, à l'époque, a un canon encore plus petit, puisque là on est sur une modernisation. Il faut imaginer qu'on a ça comme blindage en moins. Bref, le Panzer III, qui est le meilleur char d'assaut allemand au début de la guerre, est faiblement blindé. Vous avez un blindage épais comme mon pouce, et un armement qui est tout juste suffisant contre les chars standards ennemis. Le problème, c'est qu'il va tomber contre beaucoup plus puissants que lui. On le verra un petit peu plus tard, par exemple, en salle française. Porter la première partie de la guerre grâce à une utilisation qui est supérieure à celle des Alliés. Ça va être une technique qu'on va appeler plus tard la Blitzkrieg. La Blitzkrieg, la guerre éclair, c'est tout simple. Le but du jeu, c'est de faire un paquet de troupes le plus gros possible, blindées, infanterie motorisée, coordonnées avec l'aviation. Et tout ça, c'est permis par la radio. En 1940, tous les chars allemands possèdent la radio. Et c'est grâce à cette coordination que l'idée est d'arriver en supériorité numérique et par surprise à un point faible de l'adversaire, faire sauter ce point faible et ensuite continuer, rouler pour pouvoir encercler et détruire morceau par morceau l'armée adverse. Et c'est cette technique-là qui va permettre au Troisième Reich de gagner la première moitié de la guerre. Sauf que déjà, en 1941, lors de l'attaque sur l'URSS, les choses commencent à ne plus si bien fonctionner. Après de très très grandes victoires, au tout début de juin 1941, puis dans les mois qui suivent, eh bien, la guerre éclair s'essouffle peu à peu. L'URSS est gigantesque, avec très peu de bonnes routes, très très peu de bonnes voies de chemin de fer. Il faut imaginer que les Allemands étaient habitués à envahir plutôt la France, qui était l'une des meilleures nations pour le réseau ferroviaire et terrestre. Et face à la Russie, et
à la défense des Russes, bien entendu. Lorsqu'enfin les troupes du Troisième Reich arrivent devant Moscou, eh bien les Russes ont réussi à faire une bonne défense, et bien pire, l'hiver 1941 s'installe. Et à partir de là, ce qui faisait les belles victoires allemandes, la vitesse, la stratégie de rapidité, commence à se gripper. Bien sûr, en 1942, encore de grandes victoires, mais déjà les choses commencent à s'inverser et le poids, la quantité commence à être de plus en plus importante. Pire, les soviétiques commencent à s'adapter à la nouvelle guerre. Ce qui fait qu'à partir de là, dans l'esprit d'Hitler, c'est tout simple. Il faut compenser quantité par qualité. Et il va exiger, tout au long de la deuxième moitié de la guerre, de plus en plus gros, de plus en plus fort, jusqu'au sommet des chars produits en série, qui va être le Tigre II. Tellement puissant qu'il propulse ses obus à quelques 1 km par seconde, 3 fois la vitesse du son. Vous n'entendez le coup de départ qu'après le coup d'arrivée. Et encore, si vous entendez le coup d'arrivée, vous êtes super content. Parce que vous êtes toujours vivant, on vous a raté. Alors que dans les archives, il n'y a jusqu'ici pas de preuve qui a été trouvée et qui montre que le blindage frontal du Tigre II ait été pénétré une seule fois, transpercé plutôt une seule fois pendant la Seconde Guerre mondiale. Parce que le blindage frontal maximum atteint jusqu'à 18 cm d'épaisseur. Le tout, cette fois-ci, très bien incliné, les obus viennent ricocher sur la cuirasse. On va s'arrêter là sur les bons côtés, parce qu'il faut parler de ce qu'il y a de l'autre côté, des mauvais côtés. Le premier, bien sûr, c'est qu'il n'apparaît qu'à la toute fin de la guerre, 1944, 5 ans après le début du second conflit mondial. Il est déjà trop tard. Dès la moitié de la guerre, à la fin de l'année 1942, c'est El Alamein, en Afrique du Nord. Les Anglo-Américains repoussent les Allemands. C'est Stalingrad, en URSS. Les Soviétiques commencent à repousser les Allemands. Cet engin-là, 6 cm d'épaisseur, 2 fois plus de protection que le Panzer III, on a vu tout à l'heure. Pour espérer, et j'insiste sur le espérer, transpercer cette cuirasse, il fallait, avec un canon anti-char allemand standard, attendre que le char soit en face de vous à moins de 50 mètres. Et à moins de 50 mètres, ça pouvait encore rater. Dans un cas, ça c'est un canon anti-retranchement. Et ça vous montre encore une fois que c'est un char qui vient de la Première Guerre mondiale. Et là, sur un canon court, le tir est assez courbe, et surtout il est court, pour ne pas gêner le franchissement des chenilles. On retrouve encore la volonté de franchir un terrain qui est extrêmement vallonné, comme la Première Guerre mondiale, encore une fois. Mais déjà à l'époque, c'est un cauchemar pour les troupes allemandes. Le blindage est très incliné, les obus ricochent. Et le canon, même s'il était plus court à l'époque, était capable de doubler un char d'assaut allemand. On roule à 50 à l'heure, c'est colossal pour l'époque. Le problème, c'est que ce véhicule-là, tout comme les véhicules français, vont être mal utilisés. Il faut se souvenir que dans les années 30, Staline a décapité une bonne partie de l'armée rouge. Ils sont désorganisés, la cohésion manque, et même si les troupes soviétiques s'accrochent au terrain, les pertes sont gigantesques. Encore une fois, à la fin de l'année, les Allemands sont stoppés, et à partir de là, les soviétiques vont mettre principalement l'accent sur le T-34 en ce qui concerne les blindés. On va en faire un engin le plus facile possible à construire, le plus facile possible à utiliser. Les soviétiques vont en produire quelques 64 000 exemplaires. Ce véhicule-là est aussi un véhicule autour duquel vous avez la pensée communiste, enfin la pensée stalinienne. C'est un communisme où tout le monde est égal, sauf les chefs. Ce qui fait que là, vous avez un char du peuple. Le peuple le construit, le peuple l'utilise, y compris les femmes. Les soviétiques vont être les seuls à mettre des femmes combattantes dans les chars d'assaut et à les mettre en ligne. On a vraiment un char idéologique, quelque part. Le seul problème chez les soviétiques, c'est que les ressources manquent pour faire de tout. Beaucoup de chars, certes, mais trop peu de transport de troupes. Mais c'est pas grave. Il y a des solutions simples aux problèmes compliqués. On va rajouter des poignées. Et comme ça, on peut mettre les soldats sur le char d'assaut. Alors bien entendu, dès que vous arrivez à destination, le but du jeu, c'est de sauter. Vous pouvez mettre jusqu'à 30 bonhommes par char d'assaut.
quand ça commence à tirer partout, le char est censé déjà être seul. Le M3, ça, c'est le premier véritable char d'assaut que les États-Unis aient construit. Quand je dis premier véritable char d'assaut, c'est-à-dire un char vraiment de combat, première ligne. Ce véhicule-là apparaît en 1941. Le problème, c'est que les Américains, qui étaient restés isolationnistes jusqu'ici, et qui avaient fait porter leur sécurité sur leur flotte, oui, c'était tout simple. On tient l'Atlantique, on tient le Pacifique, pas besoin de développer une arme blindée chez soi. Tout le monde sera stoppé en mer. Ce qui fait que lorsque la guerre commence à arriver en Europe, lorsque les Américains décident de faire des chars d'assaut, ils repartent vraiment de loin. Et voilà, les Américains le savent, c'est pas vraiment le top. Ce qui fait que cet engin-là a été conçu en attendant. C'est de la transition, une transition vers ce qui deviendra ensuite le Sherman. Cependant, en attendant, les Américains en ont fait plusieurs milliers d'exemplaires. Ce qui fait que lorsqu'en 1942, le Sherman arrive, que faire de tous ces chars dépassés? Que faire de ces milliers de véhicules? Eh bien, pour la bonne partie, ils vont être offerts aux Soviétiques, et pour une autre partie, ils vont être largement modifiés. Regardez un petit peu les canons. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous gêne en les regardant? Au niveau de la taille ou au niveau du... Ils sont pas mobiles. Ils sont pas mobiles. Ils sont soudés sur la coque. Tout simplement parce que ce ne sont pas des canons. Comme ces engins-là, on va utiliser ce qui arrive en masse, le Sherman. Et on va tout simplement récupérer les M3, on va les vider, on va enlever l'armement, et à la place, on va mettre tous les systèmes pour dépanner un véhicule. On va en faire un char d'assaut de dépannage. Et là, on est devant vraiment le char de la victoire. Cet engin-là va être le premier véhicule terrestre à toucher les sables normands. En effet, les Anglo-Américains étaient bien au courant que sur chacune des plages de Normandie, il y avait un comité d'accueil. Blindés, mitrailleuses, barbelés, bref, la volonté était que les chars d'assaut puissent débarquer rapidement sur les plages normandes avec les fantassins. Mais voilà comment amener un char d'assaut sur la plage. Si vous arrivez avec un grand bateau, c'est facile pour le défenseur. Vous coulez le bateau, plus de chars d'assaut. Ce qui fait que la solution a été que les chars d'assaut aillent eux-mêmes au travers de la mer sur la plage. Et pour ça, il a fallu les faire flotter. Et on a utilisé pour ce faire des jupes. Les Allemands ont laissé tout un tas de bêtises sur le sable. Des obstacles, des systèmes piégés. Il faut pouvoir faire le ménage. Qu'à cela ne tienne, vous avez le Sherman Bulldozer. Le Sherman Bulldozer va commencer à nettoyer tout ce qu'il y a sur la plage. Sauf qu'il y a des choses sur la plage et il y en a dessous. Vous avez des champs de mines qui sont dispersés. Pas de problème, vous avez le Sherman de déminage. Vers ici, au début des années 90, eh bien, le Charles Leclerc ne faisait que de sortir des usines. Donc vous imaginez bien qu'on n'a pas fait sortir un char d'assaut tout chaud, tout neuf, pour le mettre tout de suite au musée. Ça aurait fait un petit peu tâche. Donc du coup, on a le châssis de l'un des tout premiers prototypes et une tourelle maquette juste au-dessus. Le Charles Leclerc, comme je vous le disais, est un char de la guerre froide. Il a été développé pour être un véritable cogneur. C'est un véhicule qui a été conçu pour être en infériorité numérique, tout en dominant son adversaire grâce à sa qualité. Le but du jeu, c'est de détruire un maximum de chars soviétiques. Et avec ça, on a mis le paquet. Vous avez un système de rechargement automatique à l'arrière de la tourelle. C'est pour ça que les obus portent un système de code-barre. Pas besoin, comme dans un pistolet, de tirer toutes les munitions pour arriver à celle que vous voulez. Vous sélectionnez tout simplement sur informatique la munition que vous voulez, selon que ce soit un obus flèche, un obus d'exercice, etc., etc., etc. Tout soit un code-barre qui va être adapté. Et avec ce système-là, on est capable de tirer un coup toutes les 10 secondes. Et en règle générale, c'est un char détruit du coup toutes les 10 secondes, puisque ce véhicule-là est un ordinateur sous blindage. Il est capable de tirer en roulant à la vitesse de 50 km/h sur un char d'assaut adverse qui roule à la même vitesse à peu près dans l'autre sens, à plusieurs kilomètres de distance, en mettant un coup au but à chaque tir. On est à peu près
sur 100% de réussite à 2 km. Ce véhicule-là est aussi un véhicule qui est capable d'accélération fantastique. On a un moteur là-dedans de 1500 chevaux diesel. Et pendant un certain temps, on s'est beaucoup amusé à faire des comparatifs avec. Particulièrement le magazine automobile Turbo de M6, qui a fait un comparatif de démarrage entre un Charles Leclerc de 56 tonnes et un 4x4 Porsche Cayenne. Vous tapez ça sur internet, vous trouvez encore la vidéo. Ils ont filmé ça avec une caméra rapide, image seconde par seconde. Et dans les premiers instants, alors que la Porsche n'a pas encore bougé, le Charles Leclerc, grâce à son système motorisé très perfectionné, a déjà les roues avant qui quittent le sol et le char d'assaut démarre avant la Porsche. Bon, bien sûr, quelques secondes plus tard, la Porsche, elle prend de la vitesse et redouble le char d'assaut. Mais quand même, à 56 tonnes, c'est tout à fait honorable. En 5 secondes, on passe de 0 à 32 km/h. La Porsche, c'est bien connu, ça coûte très cher. Il a été estimé par un spécialiste qu'en 2012, un seul Charles Leclerc valait entre 12 et 15 millions d'euros l'unité. À ce prix-là, du coup, on l'a vendu qu'à 2 pays, nous d'abord, et les Émirats Arabes Unis. Nous, on l'a utilisé en Yougoslavie, en Côte d'Ivoire, au Liban. Mais il s'agissait vraiment de conflits de basse intensité. Les seuls qui l'ont utilisé en conflit de haute intensité, enfin, relativement haute, ce sont les Émirats Arabes Unis qui l'ont utilisé pendant la guerre du Yémen, il y a juste en 2016, des cas justement de combat. Les Émiratis aiment bien le Charles Leclerc, ne serait-ce que parce qu'ils l'ont acheté avec toutes les options, avec l'option aussi, pour se rafraîchir, ils ont installé des systèmes de réfrigération à l'intérieur, ce qui en péninsule arabique est pas mal quand même. Vous avez devant vous le summum de la débrouillardise à la française. Dans les années 50, les parachutistes demandent un engin le plus petit possible, le plus léger possible, parachutable. Pas de problème. On prend le véhicule de l'époque, la Vespa, on enlève le coussin, on met un canon anti-char et on remet le coussin. C'est prêt. Ça marche. Comment? Ça marche. Oh oui, ça fonctionne. Ouais. Enfin, des fois l'atterrissage est un peu rude. Apparemment, la fourche était connue pour se casser si l'atterrissage était un peu trop brusque. Si on est vraiment en très très grand danger, on peut imaginer tirer à partir du scooter. Parce que ça, c'est un canon anti-char sans recul. Toute la poussée est évacuée par des trous à l'arrière. Vous imaginez bien que si on avait mis un canon anti-char normal, par contre, un canon anti-char avec recul, la question ne se serait même pas posée. Il n'y aura même plus de Vespa. Qu'avec un canon anti-char. Et maintenant, on continue dans le bizarre. Voici la voiture pliable. Vous avez devant vous, encore une fois, un véhicule conçu pour les parachutistes, sauf que cette fois-ci, c'est pour les parachutistes britanniques. On est à peu près dans la même période, les années 50, et là, tout l'intérêt, c'est d'avoir un véhicule où la plupart des éléments peuvent se replier. Tous les fauteuils sont sur des glissières, le volant est sur un axe, il peut se déplier et se replier à volonté. Et enfin, l'ensemble de la caisse est positionné sur des gonds. Ce qui fait qu'une fois qu'on a tout replié à l'intérieur, on replie l'ensemble bord à bord et ça vous donne ceci. Vous avez devant vous un engin qui a été conçu et qui a été produit en Israël. Ce véhicule-là a été conçu pour un pays de petite taille, environné par un grand nombre d'adversaires potentiels. Le but du jeu, c'est d'avoir un engin le plus costaud possible. Vous avez devant vous un véhicule qui a été conçu avec une idée qui devrait habiter chaque concepteur de blindé, c'est-à-dire qu'importe qu'il arrive à l'engin, le but c'est que l'équipage soit le plus sauvegardé possible. Et c'est pour ça qu'ils ont mis le paquet. La protection frontale peut atteindre quasiment au plus épais les 30 cm d'épaisseur. La grosse bosse que vous avez à l'avant, c'est le moteur. C'est-à-dire que pour atteindre l'équipage, vous devez percer le blindage, puis le moteur, pour enfin atteindre les compartiments d'équipage. Et ça, ce n'est que le Merkava 1, apparu en 1979. Ils sont rendus à la 4e version qui est présentée sur l'écran, et le Merkava 4,
apparu en 2003, a une protection frontale qui arrive et qui peut-être même dépasse quasiment les 80 cm d'épaisseur. Sauf qu'il faut bien imaginer que là-dedans, cette protection, ce n'est pas de l'acier homogène. De toute façon, si vous mettez 80 cm d'acier sur n'importe quoi, ce sera incapable de se déplacer. Non. Que ce soit le Merkava, que ce soit le char Leclerc, tous les chars récents et modernes ont un blindage que l'on appelle composite. Le Léopard 2 est beaucoup plus homogène et surtout beaucoup moins cher qu'un char Leclerc. Il va être bon un peu partout, sans faire les excès qu'a fait le char Leclerc. Donc beaucoup moins cher. Et le Léopard 2, cependant, comme tous les chars d'assaut qui existent, comme tous les chars d'assaut qui existeront, cet engin-là a des points faibles. Et l'un des chars qui évolue le plus en ce moment, c'est un véhicule conceptuel, un véhicule polonais. Alors vous allez me dire, les Polonais font des chars, oui, et ils en font plus que jamais puisqu'ils ont très très peur des Russes. Je vous présente le PL-01. Alors voyez, rien qu'à le voir, on est déjà dans le futur. Les Polonais se sont dit, pourquoi tout parier sur le blindage, alors que le blindage aura toujours des points faibles? Les Polonais se sont dit, la meilleure des protections, c'est celle qui vous rend invisible, puisque pas vu, pas pris. D'où la forme, comme un avion furtif, vous êtes difficile à repérer aux ondes radar. Mieux, sous les plaques de métal externes, vous avez des systèmes de régulation de température, ce qui vous permet de camoufler votre signature thermique. On dit qu'il serait capable de tellement bien camoufler sa signature thermique qu'il ressemblerait à tout simplement une 2 chevaux ou une Twingo lorsque le système est actif. Et même si un missile vous trouve quand même, sur la tourelle, vous avez des mini-tourelles. Des mini-tourelles qui lancent des missiles anti-missiles. Dès qu'un projectile arrive trop près, on envoie un contre-projectile qui va détruire la menace en plein vol. Un peu comme les dômes de fer en Israël. Tout à fait. C'est le même principe. C'est la défense active. Et grâce à la technologie, on est en train de résoudre presque tous les vieux rêves. Et l'un des vieux rêves, souvenez-vous, avant même l'arrivée des chars d'assaut, on rêvait de blinder tous les fantassins. Ça avait donné la brouette blindée. La brouette blindée, c'était super sympa, mais c'était vous, le moteur. Vous poussiez de toutes vos forces pour avancer. Ce qui manquait, c'était un moteur qui soit capable d'être porté par quelqu'un. Et bien aujourd'hui, ce moteur, on l'a. C'est l'exosquelette. Un squelette de métal externe, recouvert de moteur. Je vous présente Hercule, qui a été développé par l'armée française. Et avec un exosquelette, vous êtes capable de porter plusieurs dizaines de kilos sans avoir